Raphaël et Valérie sont là pour nous parler de politique américaine. On va parler des tarifs, Valérie, de Donald Trump. Donc, 50 sur l'acier et l'aluminium. Il y en a qui disent qu'il réagit de façon émotive parce qu'il n'aime pas se faire traiter de taco, donc de celui qui se dégonfle tout le temps. Est-ce qu'il y a des assises là-dessus pour dire que M. Trump agit de façon émotive? Mais ça dépend si on est aussi spécialiste de politique américaine et psychologue, psychanalyste de Donald Trump. Mais je pense qu'on est un peu rendu là après avoir étudié Donald Trump pendant autant d'années. Raphaël il pourra dire le contraire s'il n'est pas d'accord. Mais Donald Trump a un ego. Hein. Il a son orgueil aussi. Alors, c'est sûr de le piquer au vif en l'appelant dans des... On dit que ça se dit à Wall Street. Dans le Financial Times, c'est un chroniqueur qui avait écrit ça. Il se l'est fait poser comme question à la Maison-Blanche. Hier, les démocrates ont mis un camion de tacos devant le Parti républicain à Washington pour faire un coup d'éclat. Mais oui, ça le pique au vif. Alors, est-ce que c'est peut-être une démonstration de dire parfait? Vous êtes en train de dire, mes critiques disent que je recule à chaque fois, que je chickened out, pour reprendre l'expression en anglais de taco. Eh bien, je vais vous montrer le contraire. Et non seulement ça, mais je le fais parce que je l'ai dit aussi en promesse électorale. Et je ne vais pas juste augmenter un peu les tarifs. C'est toujours ça, hein? On double. On n'est pas en train d'augmenter un peu puis de réajuster en fonction d'évaluation. De doubler, c'est significatif, l'effet que ça peut avoir. Alors voilà, oui, il y a peut-être un peu, si on va dans la psychologie de ça. Mais puis en même temps, on se pose des questions sur la logique derrière ces mesures-là, Raphaël, dans la mesure où, oui, ça nous fait mal à nous, mais ça fait mal aux Américains aussi. Quelle est la logique derrière ça? Quelle bonne question. En fait, je vais la prendre au bon. Cette question-là, Sébastien, je vais vous référer à une rencontre absolument fascinante en comité sénatorial qui a eu lieu il y a quelques heures, dans laquelle on a un sénateur républicain de façon intéressante, M. Kennedy de la Louisiane, qui demande à Howard Lutnick, le secrétaire au commerce de M. Trump, si, par exemple, dans un scénario hypothétique, un pays comme le Vietnam vous arrivait et vous disait, savez-vous quoi, les Américains, suite à vos tarifs, on a compris notre leçon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'engager à abaisser à zéro toutes nos barrières tarifaires. Est-ce que là, vous accepteriez de réduire, voire de limiter les tarifs que vous avez annoncés? La réponse de M. Lutnick, c'est de dire absolument pas. Donc, le sénateur lui demande, mais pourquoi pas dans ce cas-là? Pourquoi est-ce que vous essayez d'avoir des ententes réciproques avec des pays comme le Vietnam et des pays, évidemment, aussi comme le Canada? La réponse de M. Lutnick, c'est de dire, parce que ces pays-là achètent des biens chinois et après coup, les refilent aux États-Unis. Ce qui, évidemment, renvoie à la question de départ. Si c'est ça le problème, pourquoi évoquer des tarifs dits réciproques? Et la réponse de M. Lutnick après coup était absolument sans queue ni tête. Donc, on peut faire de l'analyse, ou pour reprendre le mot de Valérie, de la psychanalyse à longueur de journée. Au final, surtout lorsqu'il est question de tarifs, après à peu près 6 mois, je pense qu'il faut aussi se rendre à une évidence. C'est-à-dire que c'est non seulement broche à foin, à certains égards, c'est complètement dénudé de la moindre logique. Et si je peux rajouter juste un petit élément, parce que moi aussi, j'ai remarqué, c'était surréel, les échanges avec Howard Lutnick, secrétaire au commerce, et le sénateur Kennedy. Il lui a aussi demandé de lui expliquer c'était quoi le Trade Expansion Act de 1962, parce que c'est là-dedans où on a la disposition sur la sécurité nationale qui justifie justement l'imposition de ces tarifs sur l'acier et l'aluminium. Puis il a dit, je le sais pas, c'est quoi? Puis là, il dit, attendez, vous êtes le secrétaire au commerce, vous n'êtes pas capable de m'expliquer ça avec la section 232. Il dit, ah oui, la section 232, ça, je sais c'est quoi, je savais juste pas le nom, justement, de la loi. C'est complètement ridicule. Là. Ici, un politicien dit ça, je connais pas le nom de la loi principale qui justifie à peu près tous mes tarifs. C'est terminé, la carrière. Là. Et d'un point de vue, rapidement, d'un point de vue canadien, c'est là que ça devient important de peut-être pas exagérer les liens, avec tout le respect que le ministre Leblanc dit avoir avec M. Lutnick. Parce que ce type-là a une crédibilité qui est, et je vais de façon extrêmement polie, là, vacillante depuis les derniers mois. On a l'impression que ça se prend dans le bureau ovale, ce genre de décision. Parlant du bureau ovale, il y en a un qui n'y mettra plus les pieds, en tout cas dans un avenir prévisible, c'est Elon Musk, qui s'est dissocié donc de l'administration Trump et il part avec un bang. Voici ce que M. Musk a publié sur les réseaux sociaux. « Je suis désolé, mais je ne peux plus tolérer cette réforme massive, le Big Beautiful Bill de M. Trump, outrageuse, approuvée par les porcs du Congrès. » Les porcs du Congrès. C'est une abomination dégueulasse. Qu'est-ce qui pique comme ça au vif, M. Musk, au sujet de cette grande loi budgétaire de M. Trump, Valérie?
Bien, il y a plusieurs hypothèses. Je vais y aller avec l'hypothèse dans la logique de Musk qui dit qu'il a été, entre guillemets, engagé pour être à la tête de DOGE, là, son département d'efficacité gouvernementale, on le sait, pour couper dans les dépenses, pour réduire le déficit. Et là, finalement, on lui dit, bien, non seulement j'ai pas pu mener à bien tout ce que j'ai fait, mais là, vous êtes en train de me dire que vous allez augmenter le déficit sur 10 ans de plus de 2400 milliards de dollars et que vous écoutez pas justement les républicains qui vous disent que c'est trop, qu'il faut couper, que ça marche pas, tout ça. Alors ça, c'est la première des choses. Là, il est allé vraiment dans une coche supplémentaire où là, on voit que le divorce est un peu finalisé entre les deux parce que c'est vraiment d'attaquer directement le Big Beautiful Bill de Trump. Et de l'autre côté, il y a un média comme Axios qui a dit qu'il y avait 4 éléments qui justifiaient pourquoi Elon Musk est en mode vengeance. Mais par exemple, que certains contrats gouvernementaux qu'il voulait avoir avec différentes entreprises, il ne les aurait pas eus et que finalement, il y avait de la frustration et qu'il voulait aussi s'accrocher plus longtemps à diriger DOGE et on lui aurait montré la porte. Alors, qui dit vrai là-dedans? Raphaël? Qui dit vrai là-dedans? J'imagine qu'on ne le saura jamais de façon définitive, même en laissant de côté toutes les questions des intérêts commerciaux de M. Musk. Le simple fait, quand vous mettez moindrement dans la peau du principal intéressé, c'est que ça ne pouvait pas faire autrement que de créer immensément de frustration. Ce type-là est l'homme le plus riche de la planète. Il a mis pendant des mois à la fois sa réputation et celle de ses entreprises sur la ligne pour faire quelque chose qui se voit complètement saccagé de l'autre côté par l'administration qu'il était censé servir. Quand on sait à la base que ce type-là, par surcroît, est un électron libre, rien de surprenant là-dedans. Ouais. Voilà, on récolte ce qu'on sème, c'est ça l'expression. Les amis, merci beaucoup et bon après-midi, à demain. À demain. À demain.